Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ici, je suis chez moi puisque je suis avec bien d'autres coopérateurs de ce local depuis de nombreuses années. En même temps, tout de suite en aparté, je suis un des deux coprésidents de l'Union juive française pour la paix, dont le fondateur est ici derrière la table. Richard, tu lèves le doigt, voilà. Je parlerai un moment de l'UJFP dans l'exposé. Alors, peut-être juste avant de commenter la démarche qui m'a amené à mon livre, je fais un petit point de 5 minutes sur l'état de la situation aujourd'hui au Proche-Orient. Ce qui manque souvent dans ce que disent les médias, c'est de mettre les mots sur la situation. Il y a entre Méditerranée et Jourdain, aujourd'hui, 50% de juifs israéliens et 50% de palestiniens. Et donc, les mots justes, c'est apartheid, fragmentation. Le tribunal Russell sur la Palestine, qui s'est, dans une de ses délibérations au Cap en Afrique du Sud, en novembre 2011, a dit que ce que le droit international appelle apartheid s'appliquait totalement à la situation aujourd'hui de la Palestine, et même des Sud-Africains qui ont participé à la lutte anti-apartheid ont dit que sur certains aspects, la situation était pire. Fragmentation de la Palestine, l'occupation a divisé la Palestine en autant de statuts et sous-statuts. Et voilà l'autre coprésident du JFP, Jean-Guy qui rentre. Donc l'occupation a fragmenté la Palestine en autant de régions ayant des statuts différents. La Cisjordanie elle-même fragmentée en 3 zones. Jérusalem-Est, soumis à une judaïsation forcée. Gaza, qui est un véritable laboratoire à ciel ouvert et où régulièrement l'occupant fait des incursions armées. Les Palestiniens de 1948, ceux qui ont théoriquement la nationalité israélienne, mais qui vivent aussi des discriminations tous les jours. Si vous regardez aujourd'hui la dernière page du Monde, il y a toute une dernière page sur la situation des Bédouins du Negev, et puis les réfugiés. Les mots pour caractériser ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est colonisation, occupation, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et il faudra bien un jour que ces crimes soient jugés. C'est racisme, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que, en tant que juif, le fait que la société israélienne soit particulièrement raciste, pas seulement contre les Palestiniens, mais aussi contre les sans-papiers, mais aussi même à l'intérieur de la société juive israélienne, est quelque chose qui pour moi est assez obscène. Et puis toujours, si on décrit la situation là-bas, les emprisonnements, 700 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. À l'échelle de la France, c'est comme si 15 millions de personnes avaient été emprisonnées. Et puis des possessions, c'est particulièrement clair quand on regarde la Cisjordanie ou quand on regarde les Bédouins du Negev. Alors évidemment, toute cette situation, si elle a lieu, et là on est directement concerné, c'est parce que les dirigeants israéliens jouissent d'une impunité totale de la part des dirigeants occidentaux, qui est une véritable complicité. Et j'expliquerai un petit peu, c'est assez largement décrit dans le livre, pourquoi il y a cette complicité. Et puis, pour terminer l'introduction sur la situation, parce qu'il y a cette complicité, nous, société civile d'Europe, nous avons une responsabilité directe. Nous n'avons rien à attendre ni des dirigeants français, encore moins des dirigeants américains ou des dirigeants européens. C'est donc à nous, en répondant à l'appel de la société palestinienne, 2005, 172 associations palestiniennes lancent l'appel au boycott des investissements sanctions sur 3 revendications: l'égalité des droits, la fin de l'occupation et de la colonisation, le droit au retour des réfugiés. Et la situation, c'est celle-là. Il faut sortir des faux débats dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, l'ONU, un État, 2 États. La véritable question, c'est celle-là, l'égalité des droits, la fin de l'occupation, le droit au retour des réfugiés. Alors bien sûr, tout ce que je viens de dire, des tas d'organisations ou d'associations luttant pour les droits du peuple palestinien le disent et le font. Donc, si j'ai commis 1 kilo pour caler vos étagères,
et 600 pages écrites fines, c'est parce qu'il m'a semblé que je parlais d'un point de vue qui pouvait dire des choses. C'est le fait que je sois juif. Alors, souvent on me dit, mais en quoi tu es juif et c'est quoi? Parce qu'évidemment, je pourrais commencer par une anecdote. Au musée juif d'Amsterdam, il est écrit dans l'entrée les 3 façons d'être juif. La religion, manque de peau, je suis né athée, je ne suis pas circoncis, j'ai même une éducation très anti-religieuse. L'attachement à Israël, vous comprenez dans mon propos que je suis d'un antisionisme virulent, et le lien au génocide nazi. Donc là, j'en ai 1 sur 3, mais c'est véritablement le lien de ma judaïté quelque part, et je le raconte dans le premier chapitre du livre. Mes parents, qui sont morts depuis longtemps maintenant, sont nés tous les deux en 1917, une année emblématique, dans un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, dont le sud est aujourd'hui l'Ukraine et dont le nord est aujourd'hui la Moldavie. Ce pays était entre les 2 guerres roumains, comme la majorité des juifs de la région. Les juifs formaient à peu près 15% de la population de la Bessarabie. Ils étaient communistes, ils ont fui dans des circonstances souvent difficiles leur pays sans se connaître en 1938, et ils se sont engagés dans la résistance contre le nazisme, dans la MOI, main-d'œuvre immigrée. La famille de ma mère a été totalement exterminée, elle en était la seule survivante. Elle a survécu à Paris. Et mon père faisait partie du groupe Manouchian. Il est l'un des très rares survivants du groupe Manouchian. Il est cité dans un des 2 livres sur l'histoire de ce groupe. Et les nazis ne savaient pas que Stamboul est un nom juif. Donc quand il a été arrêté et torturé par la police française et livré à la Gestapo, il a été déporté à Buchenwald et pas à Auschwitz, donc il a survécu. J'ai cette éducation-là, un peu le fait d'être un rescapé quelque part en tout cas pour mes parents, ma sœur et moi, on était ceux qui n'auraient pas dû naître quelque part, puisque tous les 2 pensaient qu'ils ne survivraient pas à la guerre. Je le raconte aussi dans mon livre, j'ai une enfance où mes parents se distancient très vite du communisme et deviennent sionistes. Et donc, j'ai été sioniste dans l'adolescence. Et j'ai fait 2 séjours en kibbutz de 2 mois et demi chacun, en 67-68. Et je raconte aussi dans le livre ces séjours, les premiers doutes, la première distanciation avec le sionisme, le fait que cette société que je découvre ne correspond absolument pas à ce que j'attendais, alors que j'étais parti là-bas avec l'idée de... Encore les juifs massacrés, qu'est-ce qu'on a fait et tout, enfin, avec l'idée de sauver, d'être quelque part d'une grande aide. Et puis je découvre par exemple, en 1967, un mois après la guerre, un cousin de mon père qui est général dans l'armée et qui m'explique qu'Israël n'était pas du tout encerclé, tout était prémédité de notre part, et tu vas voir, dans un mois, la colonisation va commencer. Donc on m'annonce ça en 67, et c'est le début pour moi d'une distanciation avec le sionisme. Arrive mai 68, j'adhère à peu près aussitôt après aux idées communistes libertaires qui ne m'ont pas quitté. Mon éditeur, Akrassi, c'est l'organisation communiste libertaire. Et par contre, la rupture avec le sionisme mettra encore un assez grand nombre d'années. Mon premier article virulent contre le sionisme, c'est 1982. Je l'ai retrouvé, je l'ai retranscrit dans le livre. Il est écrit dans une revue juive, culturelle, qui a disparu depuis, et c'est contre l'invasion du Liban. Il se trouve aussi donc que très vite après 1968, j'adhère à l'école émancipée, et donc ce local, qui est devenu celui d'émancipation après la scission de 2001-2002, et je vais commencer à écrire assez tôt des articles, d'abord dans la revue de l'école émancipée, puis la revue d'émancipation. Ces articles, puisque je suis ici chez moi, beaucoup sont dans le livre. Il y en a un dont je suis assez content, il date de 1983, et il s'appelle « Hafez al-Assad, Ariel Sharon, même salaud, même combat ». C'est très actuel, hein. C'est sur l'encerclement de Yasser Arafat au nord du Liban, à Tripoli, avec les troupes syriennes qui sont d'un côté et les vedettes israéliennes qui l'attendent de l'autre. Bon,
j'ai retrouvé des articles écrits dans l'école émancipée de cette époque. Beaucoup portent pas directement sur le conflit, sur la question du fascisme, du négationnisme, des antisémites infiltrés dans l'extrême gauche. L'école émancipée aura un procès qu'elle perdra contre, voilà, on est entre nous, contre Jean Brière. Tous ces articles, ils sont, mais assez rapidement, je vais commencer à partir de 1989 à faire les brèves internationales. Donc 1989, 2013, 2012 quand le livre sort, 23 ans. Il y a 23 ans de brèves internationales où j'ai repris toutes les brèves qui peuvent concerner la guerre israélo-palestinienne. Et ça, bon, ça existe un peu nulle part. Mais sur 23 ans, c'est pas comme quand on entend à la radio telle colonie est construite ou tel bombardement a eu lieu sur Gaza et tout. Sur 23 ans, on voit complètement le rouleau compresseur colonial qui avance et qui avance d'une façon terrible. Alors c'est découpé en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre sur les accords d'Oslo qui s'appelle Oslo, la grande illusion, et où même si moi-même j'ai des doutes, je me dis que Oslo c'est peut-être possible, ça peut peut-être déboucher sur quelque chose et tout. On fait un voyage familial, j'en profite comme il y a un de mes fils, il a fait ce voyage, on fait un voyage familial en 1994, juste après Oslo, et où les doutes sont quand même assez grands, mais il reste quand même de l'espoir. Mais justement, dans ces brèves parues à l'époque dans la revue, on voit comment Yitzhak Rabin va faire venir 60 000 colons nouveaux entre la signature des accords d'Oslo et son assassinat 20 mois après. Et donc on voit en fait comment, pour les dirigeants sionistes, la seule chose qu'ils ont fait signer aux Palestiniens, c'était vous allez assurer la sécurité de l'occupant, mais qu'à aucun moment, ce que Yasser Arafat espérait, la paix contre les territoires n'a été envisagée par les dirigeants sionistes. On voit le machiavélisme après l'assassinat de Rabin, de Shimon Peres, qui immédiatement, dès qu'il arrive au pouvoir, commence par faire un bombardement sanglant sur la ville de Cana, plus de 100 morts au sud Liban, fait assassiner par le Shin Bet, les services secrets israéliens, Ayash, décrit comme étant l'artificier du Hamas. Il y avait la trêve à ce moment-là, et immédiatement les attentats reprennent. Donc on voit en fait comment, à aucun moment, les dirigeants sionistes n'ont souhaité quelque chose qui pouvait ressembler à une paix juste ou à une paix fondée sur l'égalité des droits. Dans toute l'histoire du conflit qui est racontée, il y a un passage assez long sur les années Sharon. Michel Warshawski, qui a fait la préface de mon livre, a fortement insisté sur la critique radicale du sionisme qui est faite dans ce livre. Et sur Sharon, il a toujours dit que c'était véritablement l'idéologue le plus intelligent de la classe politique israélienne, alors que massivement, cette classe politique est en général particulièrement corrompue et particulièrement bête. Ceux qui n'ont pas été condamnés pour prévarication le sont en général pour viol, comme l'ancien président Moshe Katsav. Et Sharon, dans ces années Sharon, on montre comment il y a eu la préméditation de la provocation sur l'esplanade des mosquées. On voit comment Sharon avait des mots terribles. Il avait dit nous n'avons pas terminé la guerre de 48, donc lui a toujours été partisan du transfert de l'expulsion des Palestiniens au-delà du Jourdain. On voit comment, méthodiquement, il met en place l'étranglement des villes palestiniennes, comment le siège de la Moukata à Ramallah et tout ça. Toutes ces années sont un petit peu racontées bref par bref. Et puis, ce qui est aussi raconté, c'est l'énorme extension de ce qu'on peut appeler le courant national religieux. Jusqu'en 1967, les religieux juifs n'étaient pas concernés ni par la colonisation ni par le sionisme. Ils restaient un petit peu entre eux, ils représentaient une partie très minoritaire de la société, 7 à 8%. Et c'est la guerre de 67 où les dirigeants travaillistes de l'époque ont décidé la colonisation, n'ont pas le personnel politique pour aller coloniser, et vont aller chercher le courant du rabbin Kook, qui était le seul courant qui avait fait la liaison entre le sionisme et la religion, pour les emmener coloniser la Cisjordanie. Ce courant représente invariablement maintenant, depuis une vingtaine d'années, de 20 à 25% de la société israélienne. Pour eux, Dieu a donné cette terre au peuple juif, et évidemment avec eux, aucune espèce de négociation, de discussion n'est possible. Donc, le livre raconte aussi l'extension de ce courant, ses provocations,
le premier grand crime qu'ils commettent dans le caveau des patriarches à Hébron, juste après les accords d'Oslo et tout. Donc voilà, vous aurez dans ce livre toute l'histoire, avec l'histoire beaucoup plus récente, Netanyahou, Lieberman, ce qu'on pourrait appeler la colonisation spatiale qui est à l'œuvre. Dans le livre, j'ai choisi de traiter d'un assez grand nombre de thèmes. Alors je vais en aborder 3 ou 4 qui me paraissent assez fondamentaux. Le thème certainement qui en plus m'a donné envie d'écrire et qui explique un petit peu les premières analyses que j'ai pu publier, c'est la question du sionisme. Alors, c'est évidemment très difficile de résumer ce qu'est le sionisme en quelques mots. Je dirais, c'est un colonialisme bien sûr, mais c'est un colonialisme très particulier parce que le sionisme ne vise pas à asservir les Palestiniens, il vise à les expulser et à les remplacer par des Juifs. Le sionisme, je reprends le mot de Michel Warshawski, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire qu'il naît à la fin du XIXe siècle et il proclame, à un moment où l'antisémitisme est extrêmement virulent, surtout en Europe de l'Est, mais il commence fortement à se répandre aussi en Europe de l'Ouest, et les dirigeants sionistes, Herzl le premier, disent l'antisémitisme est totalement inévitable, le mélange est impossible, nous ne pouvons vivre qu'entre nous, il faut donc un État juif. Et le sionisme est totalement minoritaire à l'époque dans les différentes communautés juives, en particulier à cette époque 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe, avec une immense zone qu'on peut appeler le Yiddishland qui va de la mer Baltique à la mer Noire, et très majoritairement, les juifs politisés, d'abord, abandonnent la religion. Souvent, on dit, est-ce que juif, c'est une religion? Je rappelle que la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas croyants. Ils abandonnent très fortement la religion, ils se politisent, et ce n'est pas du tout un hasard si on va retrouver dans la quasi-totalité des partis révolutionnaires d'Europe de l'Est, de toute obédience, un très grand nombre de juifs. Il y a même à l'époque un parti révolutionnaire spécifiquement juif qui s'appelle le Bund, qui est fortement antisioniste, qui prônait l'autonomie culturelle sur place sans territoire spécifique. Et je trouve que sur la question des minorités aujourd'hui, en pleine France avec l'explosion du racisme, les conceptions du Bund restent particulièrement actuelles. Et les sionistes, à côté de ça, sont très minoritaires parce qu'ils sont à la fois en rupture avec les révolutionnaires juifs et ils sont également en rupture avec les religieux juifs. Théodore Herzl avait essayé d'avoir avec lui les rabbins et aucun n'avait dit, pour la religion juive, en gros, l'idée d'une sacralisation de la terre, l'idée d'un retour sur une terre dans laquelle le Talmud dit qu'on y reviendra quand le Messie y sera, n'a aucun sens. Donc le sionisme est à la fois en rupture avec le monde religieux et avec le monde laïque révolutionnaire. Théodore Herzl fréquentait beaucoup les antisémites parce qu'il considérait que quelque part l'antisémitisme aidait son projet. En France, il était un grand ami de Drummond. En Russie, il y a une entrevue célèbre qu'il a avec Plévé, qui est un des pires ministres pogromistes de l'Empire tsariste, et auquel il dit « Vous et moi, nous avons le même intérêt qu'un maximum de juifs russes quittent la Russie ». Et ce sionisme, au début, a très très peu de succès. Le sionisme est un nationalisme très particulier, parce que s'il naît bien avec les idées nationalistes de la fin du XIXe siècle, celles qui produiront toutes les explosions racistes, celles qui produiront le nazisme aussi, c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la terre et la langue. Ça fait quand même beaucoup. Le peuple juif, je fais mienne les conceptions de Shlomo Sand. Il y a des peuples juifs, il y a incontestablement un peuple yiddish, un peuple judéo-arabe, un peuple séfarade, un peuple falacha. Ces peuples ont une communauté de destin liée à la religion. Il y avait des relations entre ces différents peuples. Mais dire qu'il y a un peuple juif, ça ne tient pas. Allons plus loin. Il y a toujours eu, dans le territoire actuel de Palestine-Israël, dans l'Antiquité, des peuples différents qui étaient mélangés. Il y avait les Hébreux, mais il y avait les Moabites, les Iduméens,
les Philistins et tout. Et il n'y a pas eu d'exode en 70 après Jésus-Christ quand Titus prend Jérusalem. C'est la religion juive qui était déjà largement répandue, qui a continué de se répandre. Ce n'est pas le peuple. Bref, pour faire tout à fait politiquement incorrect, les juifs sont très majoritairement descendants de convertis, probablement de Khazars pour les juifs ashkénazes, qui étaient un peuple turco-slave entre mer Caspienne et mer Noire, probablement de berbères pour les juifs d'Afrique du Nord, pour beaucoup d'Espagnols, de Gaulois ou d'Allemands convertis au judaïsme, ou d'Égyptiens, mais les descendants des Palestiniens, les descendants des Hébreux de l'Antiquité sont très majoritairement les Palestiniens. Donc on est un petit peu dans une espèce d'inversion des valeurs. La théorie majeure du sionisme, c'est l'exil et le retour. C'est le peuple juif a vécu 2000 ans d'exil, et grâce au sionisme, il fait un retour sur cette terre. Donc si on considère qu'il n'y a pas eu d'exil, et donc pas de retour, et si on considère que les Palestiniens sont des autochtones, il est évident que ce nationalisme-là a dû inventer et la terre, et la langue aussi, parce que les Juifs avaient des langues. Le yiddish, qui est un allemand, un vieil allemand matiné de mots slaves et de mots hébraïques, le ladino, qui est un espagnol du Moyen-Âge, le judéo-arabe, qui est un arabe très légèrement modifié. Mais il est évident que l'hébreu qui a été choisi comme langue nationale en Israël a été la langue des religieux et modernisée, mais une langue totalement artificielle. Donc c'est un nationalisme très particulier. Le sionisme, je l'ai expliqué, ne lutte à aucun moment contre l'antisémitisme, il s'en nourrit. Théodore Herzl parlait sans arrêt de l'affaire Dreyfus, non pas pour dire que la moitié de la société française finalement s'était solidarisée avec Dreyfus et que finalement l'affaire Dreyfus avait été une affaire de liberté et d'égalité des droits pour toute la société, mais il se saisit de l'affaire Dreyfus pour dire si même la France est antisémite, il faut partir. Il se saisit du pogrom de Kishinev, dont ma grand-mère paternelle a été une survivante, non pas pour dire regardez, le Bund a fait des milices d'autodéfense et les pogroms se sont arrêtés, mais pour dire au contraire, puisqu'il y a tellement de pogroms, une seule solution, la fuite. Donc c'est ce type d'idéologie. Le sionisme est une idéologie négationniste. Il faut comprendre que le colonialisme était une valeur dominante, y compris à gauche, au début du XXe siècle, et quand les colons sionistes arrivent en Palestine, ils ignorent totalement l'histoire, la dignité, l'existence même du peuple palestinien. Si vous allez aujourd'hui sur des sites sionistes, vous verrez, on dit que le peuple palestinien n'existe pas, que c'est un ramassis composite de populations amené là par l'Empire ottoman. Le sionisme quand je dis il a collaboré avec les antisémites, il faut parler de la déclaration Balfour. Balfour était totalement représentatif des élites européennes de l'époque, c'était un antisémite. En 1905, il est Premier ministre de l'Angleterre, il a des déclarations violemment antisémites, et il explique que ces juifs polonais qui arrivent sont inassimilables et tout. Et c'est le même Balfour qui enverra 12 ans après une lettre à Lord Rothschild, par hasard, donnant la Palestine comme foyer national. Donc il faut comprendre que pour les Européens, les Juifs ont été des parias asiatiques inassimilables en Europe, mais que s'ils partaient en Asie, s'ils partaient au Proche-Orient, là ils devenaient des colons européens, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé à tout moment, c'est ce qui se passera même après 1945. Après 1945, on ne peut pas dire que l'Occident va se sentir coupable de 15 siècles d'antisémitisme et de l'antisémitisme nazi. L'Occident dit en gros aux Juifs, après 1945, maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. Daniel Mermet, dans une de ses émissions, racontait qu'il y avait dans le sud de l'Allemagne un assez grand nombre de camps de réfugiés juifs, des rescapés du Yiddishland et des camps de concentration, qui ne savaient pas où aller, qui sont restés pour certains 4, 5, 6 ans dans ces camps-là. Shlomo Sand est né dans un de ces camps, et ils demandaient des visas pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour la France. On ne leur en donnait pas. La seule destination possible, c'était Israël. Et en 1951, le dernier camp de Bavière se révolte
les policiers bavarois chargent dans un camp de réfugiés juifs, vous voyez un peu l'image, 51, et ils sont tous expulsés en Israël. Donc quelque part, on doit le dire, l'Occident s'est débarrassé de sa responsabilité sur l'antisémitisme, sur le dos d'un peuple qui n'avait pas la moindre responsabilité dans cette affaire, qui était le peuple palestinien. Je pourrais ajouter une dernière chose sur le sionisme qui est aussi évoqué dans le livre. Vous savez que quand on tient les propos que je tiens, si on est goy, on est traité d'antisémite. Si on est juif, on est traité de juif traître ayant la haine de soi, ou même juif antisémite, ou juif nazi, maintenant ça m'arrive souvent. Et derrière tout ça, on est quand même obligé de lever un lièvre qui est souvent pas très levé, qui sont les rapports du sionisme et du fascisme. Il y en a, hélas. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que toutes les idéologies, sans exception, ont été aveugles ou faibles face au génocide. Ça a été systématique. L'Occident, quand il signe les accords de Munich, l'URSS, le pacte germano-soviétique, l'Église qui va exfiltrer tous les criminels nazis vers l'Amérique latine après la guerre, ça aussi, dans le livre, il y a des chapitres là-dessus, et les sionistes. Écoutez, Jabotinsky, le chef de l'aile dite révisionniste du sionisme, c'est-à-dire l'aile qui est au pouvoir aujourd'hui, l'aile de Sharon, de Netanyahou, de Lieberman, de Tzipi Livni et tout. Jabotinsky était un admirateur de Mussolini. Jabotinsky invente la théorie du transfert des Palestiniens sur le modèle de ce que les Italiens ont réalisé en Éthiopie. Prenons Ben Gurion, le chef de l'aile dite socialiste, avec toutes les guillemets qu'il faudrait mettre du sionisme. En 1933, quand Hitler prend le pouvoir, les Juifs américains décrètent le boycott de l'Allemagne nazie, et Ben Gurion dit non, ce n'est pas notre intérêt, il brise le boycott, et il y aura un bureau de l'agence juive ouvert à Berlin jusqu'en 1941, veille de l'attaque sur l'Union soviétique. C'est-à-dire que jusqu'en 1941, les sionistes ne combattaient pas le nazisme, ils suppliaient le régime que les Juifs qui quittaient l'Allemagne puissent partir vers Israël, alors que tous voulaient partir vers l'Angleterre et les États-Unis, et un assez grand nombre, y compris de Juifs allemands célèbres, partiront vers Israël par ce biais-là. Prenons les pires. Yitzhak Shamir, qui sera 7 ans Premier ministre d'Israël, il dirige un groupe terroriste qui s'appelle le groupe Stern. Le groupe Stern assassinera des soldats britanniques jusqu'au début 1943. Il y a déjà des millions de morts juifs en Europe. Un émissaire du groupe Stern ira au consulat nazi d'Istanbul en 1942 en disant « Nous avons un ennemi commun, nous pouvons peut-être nous entendre ». Donc si je dis tout cela, bien évidemment, aujourd'hui on va me dire Yad Vashem et les gens qui sont arrivés et tout, c'est que le sionisme n'a aucune espèce de légitimité pour revendiquer quelque part la survie ou le havre de paix des Juifs ou l'antisémitisme. Il a, comme beaucoup d'autres idéologies, une histoire qui est assez sordide sur la question. Alors le thème de l'antisémitisme, il est traité sur 2 chapitres dans le livre. On retrouve même un article que j'ai écrit avec Jean-François Pelé dans la revue de l'école émancipée sur des antisémites, ou en tout cas des négationnistes qui sont un peu infiltrés dans l'extrême gauche. Mais même ici, Pierre Guillaume, qui est un des pires, il a dû fréquenter ce lieu-là, la Vieille Taupe, il y a 40 ou 50 ans, on a dû les fréquenter quand ils étaient fréquentables. Donc il y a un petit peu des articles sur ce passage, je trouve, mais il y a une longue analyse théorique de la question de l'antisémitisme. Je distingue l'antijudaïsme chrétien, et là je dis bien chrétien. C'est le christianisme qui, à partir du IVe siècle, va inventer vis-à-vis des Juifs tous les interdits, les stéréotypes racistes, le peuple déicide, la volonté de dominer le monde. C'est eux qui vont inventer l'enfermement dans les ghettos, dans les rouderias et tout, les pogroms, les expulsions successives. Aujourd'hui, dans la presse sioniste, on essaie d'inverser les choses et de dire que les Juifs ont vécu l'enfer dans le monde musulman. J'ai fait des recherches, je cite même dans le livre des passages entiers de la presse sioniste là-dessus, des articles qui nous sont consacrés, mais où ils essaient d'expliquer que les Juifs ont vécu l'enfer dans le monde musulman. Il y a eu des moments difficiles qui, en général, correspondaient à des moments difficiles dans le monde musulman. Prenons l'exemple de l'Andalousie, c'est quand il y a l'invasion almohade, qui est un islam rigoriste qui arrive en Andalousie, dont les victimes seront aussi les musulmans d'Andalousie, que beaucoup de Juifs andalous partent vers l'Espagne chrétienne,
Mais par exemple, au moment de cette invasion-là, c'est typique que les deux plus grands intellectuels de l'époque, Averroès et Maïmonide, s'en vont, l'un musulman et l'autre juif, c'est-à-dire que ce n'était pas spécifiquement anti-juif. Bon. J'ai un petit peu regardé un massacre de juifs qu'il y a dans l'oasis du Touat, vers Timimoun, dans le sud algérien. En fait, c'est une guerre tribale. Les juifs du Maghreb étaient des berbères. Bon, il s'est trouvé que cette tribu-là était juive, mais ça n'avait aucune espèce de caractère religieux. Bref, avant le sionisme, il n'y a pas de trace d'une persécution spécifique des juifs dans le monde musulman. Ils ont le statut de dhimmi, ce n'est pas la citoyenneté, mais ça assure une espèce de forme d'auto-organisation des communautés qui était quand même infiniment plus protectrice que le statut qu'ils avaient en Europe, où c'était de pogrom en expulsion et d'expulsion en pogrom ou en spoliation. Donc ce n'est pas la même situation. Sur l'antisémitisme, il y a un changement au XIXe siècle. C'est l'émancipation des Juifs en Europe qui provoque la transformation de l'antijudaïsme chrétien en antisémitisme racial. Et là, on peut dire que toutes les sociétés européennes ont complètement trempé dedans. Et il y a aujourd'hui, je dirais, une troisième phase qui est extrêmement différente et que j'appellerais l'anti-israélisme, c'est-à-dire l'espèce de confusion juif égale sioniste égale israélien. Donc, ne soyez jamais dupes, l'antisémitisme, il frappait la figure du juif qui pouvait être représentée par le révolutionnaire d'Europe de l'Est, par Hannah Arendt ou Albert Einstein, si on prend des intellectuels, ou Freud et tout, mais elle n'a jamais frappé le Tzahal ou le tankiste israélien, à aucun moment. Donc il y a une espèce d'aberration qui est faite entre ça, Israël n'étant rien l'héritier du judaïsme persécuté. Je vais même plus loin, l'extrême droite en Europe, pendant plus d'un siècle, son dénominateur commun, c'était l'antisémitisme, dans tous les pays. Pour le nazisme, c'est l'élément central. Quand vous regardez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez même que les nazis ont privilégié l'extermination sur leur intérêt militaire. En 1944, ils ont perdu la guerre, ils font rouler des trains vers Auschwitz plutôt que de faire rouler des trains pour alimenter leurs troupes. Mais cette extrême droite-là, dont l'antisémitisme était véritablement le ciment, elle s'est retournée aujourd'hui. C'est-à-dire que la figure du paria, le juif paria, aujourd'hui le paria, c'est l'arabe, c'est le musulman, c'est George Bush qui a déclaré la guerre du bien contre le mal étant le basané, le musulman, le terroriste et tout, et Israël, quelque part, s'est fait complètement le meilleur élève de cette idéologie-là. Et le résultat, c'est que l'extrême droite européenne est devenue farouchement pro-israélienne, tout en restant antisémite. On a pu voir un voyage organisé de tous les dirigeants parlementaires de l'extrême droite européenne, l'Autrichien Strache, c'est quand même la partie néo-nazie complètement, le flamand Wilders, Marine Le Pen en rêvait, elle n'a pas fait ce voyage, mais elle en fera un autre, allant en visite, invité par Lieberman évidemment, visitant la Knesset à Jérusalem, visitant Yad Vashem, le mémorial de l'extermination, et donc quelque part, tous ces gens sont pro-israéliens. Très récemment à la télé, je vois un reportage assez bien fait sur les Einsatzgruppen, la Shoah par balle. Eh bien, en Europe de l'Est, vous avez encore des partis, notamment dans les pays baltes, qui sont les descendants directs des Einsatzgruppen, c'est-à-dire c'est ceux qui ont échappé à une liquidation méritée après la guerre de 1945, mais qui ont conduit les troupes nazies pour massacrer 1,5 million de juifs en Europe de l'Est. Ils ont des partis qui sont dans les gouvernements des pays baltes, qui sont à la fois pro-européens et pro-israéliens. En Pologne, Radio Maria, qui était une radio antisémite pathologique, elle a porté au pouvoir les frères Kaczynski. Les frères Kaczynski étaient à la fois antisémites et pro-israéliens. Ça n'a aucun... Enfin, il faut comprendre que les juifs là-bas, c'est pas un problème. Il faut comprendre quelque part qu'il y a eu une espèce d'inversion des valeurs que le sionisme a provoqué. Donc cet aspect-là est assez développé. Et en même temps, j'ai, dans le chapitre sur l'antisémitisme, une recherche obligatoire que j'ai été amené à faire sur les antisémites infiltrés dans le combat pour la Palestine. Il y en a, hélas. Alors,
Dans le livre, il y a des noms que je cite, parce que, bon, Dieudonné. En même temps, Dieudonné, je rappelle que des gens se sont illusionnés sur lui, alors qu'il a un discours qui date de 2001, où il dit que la traite des Noirs a été financée par des banquiers juifs. N'importe qui connaît les stéréotypes antisémites aurait tout de suite vu de quoi il retournait. Je cite Israël Shamir, qui est un Israélien d'origine soviétique devenu un antisémite pathologique. Je cite Gilad Atzmon, qui est un autre Israélien devenu anglais, pour qui les sionistes et les anti-sionistes juifs sont les deux faces d'un même problème. Je cite aussi Blanc-Rue, quand on va sur le soi-disant écrivain, quand on va sur son site, on voit le mythe du savant juif, ça paraît très intéressant. Bon, je cite Bricmont aussi, parce que là, peut-être des gens aiment Bricmont. Bah écoutez, allez voir ce que j'écris sur Bricmont. C'est bien, parce que j'avais un mail de lui, que je recite explicitement, et où Bricmont, en gros, dit en 3 mots, là où... hélas, Chomsky s'est fait avoir par Bricmont, ça c'est bien dommage, parce que j'aime bien Chomsky. Bricmont dit, dans les pays où la parole... C'est à peu près le texte exact, hein, dans les pays où la parole antisémite est libre, la cause palestinienne est bien défendue. Dans les pays où la parole antisémite est brimée, la cause palestinienne est mal défendue. Il faut donc laisser libre cours à toute parole antisémite. Enfin bon, il est complètement à l'envers de ce que nous prônons à l'Union juive française pour la paix, le refus de l'essentialisation, l'égalité des droits et surtout le refus du racisme. Et en même temps, je veux dire que si on comprend que le sionisme fonctionne avec le complexe de Masada, avec la certitude qu'on essaie d'inculquer aux Israéliens et aux Juifs que les victimes ont été, sont et seront toujours les Juifs, et que tout le monde l'est et tout, il est évident que les antisémites infiltrés dans le combat pour la Palestine font le jeu de ce qu'ils prétendent combattre, et donc c'est pas seulement immoral, c'est improductif. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ils doivent être très farouchement condamnés. Dans le livre, il y a 2 chapitres sur l'UJFP. Comme je vois qu'Annie est arrivée, elle y trouvera y compris beaucoup de choses sur l'UJFP de Marseille, nos débats, nos réunions quotidiennes parfois, l'UJFP national aussi. Des moments où c'est pas facile, parce que l'UJFP, d'abord, si je parle de mon cas personnel, venir dans une association avec le J, c'était un véritable problème. Donc pourquoi et je sais que beaucoup de juifs connus en France qui partagent totalement nos idées, on va citer Rolim Roman, Éric Kazan, Jean-Marc Lévy-Leblond, Étienne Balibar, Edgar Morin, etc. Ils ont nos idées à très peu de choses près, moi sur la question centrale qui est la question Israël-Palestine. Ils ne veulent pas adhérer à l'UJFP, et si je cite les paroles que m'avait données Lévy-Leblond, c'est j'adore les mots croisés et la pêche à la ligne, mais je n'adhère pas à une association de cruciverbis ou de pêcheurs à la ligne. Pourquoi j'adhérerais à l'UJFP? Et donc, moi personnellement, là-dessus, chacun a sa réponse. Et justement, nos premières réunions de l'UJFP, c'est raconté aussi dans le livre, étaient un peu des psychanalyses à ciel ouvert, quoi. C'est pourquoi tu es là, toi? Et chacun, et justement, c'était intéressant parce que on avait tous des histoires différentes. Et la première préoccupation, quelque part, c'était quand même pas en mon nom, quoi. Quel que soit le rapport que j'ai avec le judaïsme, ça ne peut pas être cette horreur de Tsahal et ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et puis après, c'est à partir de cette préoccupation, que j'appellerais quand même un peu égoïste, qu'on est arrivé à la découverte de l'autre, à la solidarité avec les Palestiniens. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour moi, avoir fait des réunions communes à de nombreuses reprises avec des Palestiniens, être avec Maryse Gargour, qui a fait le film palestinien que je vous conseille à toutes et à tous, La Terre par l'Arabe, et voir que ce qu'elle dit du sionisme d'un point de vue palestinien ou ce que j'en dis d'un point de vue juif, c'est la même chose, c'est totalement complémentaire, c'est une grande satisfaction. Mais au début, à l'UJFP, c'est vrai qu'on était très juifs. C'est venu un petit peu après la question palestinienne et tout. Donc bon, sont racontés, y compris des moments où on n'était pas tous d'accord. Je cite le communiqué sur la conférence de Téhéran, peut-être vous vous souvenez, cette conférence antisémite avec Forisson et tout, qui avait été convoquée par Ahmadinejad, où, bien qu'étant au bureau national, je devais être président à l'époque,
j'étais en désaccord avec le communiqué qui est sorti, puis je cite le communiqué qui est sorti, puis celui que j'avais voulu proposer pour montrer un petit peu les débats que nous avons eus. Je vais terminer. Il y a un autre thème qui est abordé, puis là, pour émancipation, je pense qu'il est intéressant à regarder, c'est la question des religions. Je suis d'une éducation violemment anti-religieuse. Ma mère ne disait jamais les chrétiens, elle disait les pogromistes. Et quand elle parlait des rabbins, c'était à peu près dans les mêmes termes. Mais cette guerre n'est pas religieuse. Cette guerre est coloniale. Les fondateurs du sionisme, Herzl n'était pas croyant, son fils n'était pas circoncis. Ben Gurion, non seulement n'était pas croyant, mais il considérait les rabbins comme étant des parfaits archaïques. Et Ben Gurion a utilisé sciemment la Bible comme un livre de conquête coloniale. Donc il faut comprendre que, y compris côté palestinien ou côté arabe, quand on va dire Hamas-Hezbollah, avant 1980, il n'y a ni Hamas ni Hezbollah. C'est l'occupation qui a créé le Hamas et le Hezbollah. Du côté des Israéliens, ils ont eu pendant des années en face d'eux des Palestiniens laïcs, parlant hébreu, ayant intériorisé la martyrologie juive. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils les ont réprimés, massacrés, exterminés, emprisonnés. Et donc ils se sont retrouvés assez logiquement avec le Hamas, dont ils avaient au début encouragé les sorts. Et puis quand le Hamas est devenu important, un à un, et à coup d'exécution extrajudiciaire et avec des tas de victimes collatérales, ils ont exécuté le Cheikh Yassine, Arbed Rotissi, etc. Et ceux qui sont aujourd'hui là, Meshal ou Haniyeh, sont quelque part des rescapés, puisqu'on a essayé plusieurs fois de les assassiner. Sur le Hezbollah, c'est pareil. Dans la guerre civile libanaise, au début, le mouvement chiite, c'est essentiellement le mouvement Hamal. Et c'est l'occupation du Sud-Liban. Et je raconte d'ailleurs dans le livre que c'était aussi une occupation coloniale que j'ai vue de mes yeux dans le Nord-Liban. Ces milliers, à l'époque de l'occupation du Sud-Liban, ces milliers de Libanais qui franchissaient tous les jours la frontière pour venir travailler en Israël et qui repartaient. C'est l'occupation qui a assis la légitimité du Hezbollah et qui lui a permis de s'installer dans la région et d'apparaître aux yeux de tous, chrétiens y compris, comme étant le libérateur du Sud-Liban, ce que d'autres n'avaient pas réussi à obtenir. J'ai expliqué que du côté juif, le courant national religieux est une création récente, postérieure à 1967, alors que le sionisme a bientôt 120 ans d'âge. Donc ce n'est pas un conflit religieux. La religion a compliqué, l'a rendu beaucoup plus inextricable quelque part. Je termine sur un point, le mouvement de solidarité. Les derniers chapitres sont là-dessus. Il y a des tas de débats qui sont un petit peu abordés là-dedans. Le débat sur l'ONU, je suis extrêmement sévère avec l'ONU. Il y a plusieurs passages. Je rappelle que le partage de la Palestine en 1947 était un vrai crime, que c'est ce partage qui est responsable de la guerre. Dominique Vidal lui-même explique que entre le partage de 1947 et le début officiel de la guerre du 15 mai 1948, 375 000 Palestiniens vivant dans l'État juif accordé par l'ONU ont été expulsés des terres. La moitié de la Nakba, la moitié des expulsés de la guerre de 1948 le sont avant la guerre et le sont comme conséquence de la décision de l'ONU. Je rappelle que l'ONU, dans les accords d'armistice de 1949, garantit le droit au retour des réfugiés et que non seulement Israël, dès 1949, viole éperdument cet accord, mais l'un des premiers actes, c'est de détruire 700 villages palestiniens, parce qu'il faut toujours effacer la mémoire et la trace de ceux qui ont été là. Et parmi les associations anticolonialistes israéliennes qui nous sont très proches, je citerai Zorot, qui est l'association israélienne qui entretient la mémoire de ces centaines de villages, qui amènent parfois les descendants de ceux qui ont été expulsés dans la maison et les confrontent aux occupants actuels, c'est-à-dire c'est le refus que la destruction de l'histoire et de la mémoire soit définitive. Et puis, on pourrait continuer. L'ONU en 1967 parle de l'évacuation de ou des territoires occupés. Là-dessus, Israël a joué sur les mots. On est en 2013, vous voyez ce qu'il en est. La colonisation n'est plus rampante. Aujourd'hui, quand on visite
la Palestine, ce sont les villes palestiniennes qui sont totalement encerclées par les colonies, même si les Palestiniens de Cisjordanie sont beaucoup plus nombreux que les habitants de ces colonies. La responsabilité de l'ONU est totale là-dessus. Ils ont laissé faire, ils ont participé au blocus de Gaza. Bref. J'aborde un petit peu la question un État, deux États. Bon, à l'UJFP, nous laissons cette question ouverte. Individuellement, je ne cache pas ma préférence sur un État pour plusieurs raisons. L'une des raisons étant que le sionisme étant la théorie de la séparation, le sionisme, c'est l'idée juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Je trouve que cette idée est tellement grave. Puis, pour la France, si les gens d'origine différente ne peuvent pas vivre ensemble, on comprend bien que ces facteurs de toutes les saloperies de discrimination contre les sans-papiers, les Roms, etc. Donc, je suis pour le mélange avec l'égalité des droits. Maintenant, si on sort de la barbarie avec deux États, pourquoi pas? Mais ce qui est cartonné dans le livre, et je m'appuie là-dessus, bien sûr, sur Shlomo Sand, c'est l'État juif. C'est-à-dire qu'un État ou deux États, quand on nous dit « est-ce que vous êtes pour rayer Israël de la carte ?» Les Juifs à la mer, non. Mais l'État juif, oui. C'est-à-dire que l'État juif doit disparaître. Je rappelle qu'il n'y a eu qu'un seul État français dans l'histoire, c'est Vichy, et qu'un État qui se définit sur des bases ethniques, c'est très dangereux. Shlomo Sand, il dit, imaginez que la France se définisse comme gallo-catholique, on comprend bien ce que ça voudrait dire pour tous les autres. Alors on va me dire, les États arabes autour, comme Ilan Pappé et bien des historiens israéliens, je cartonne la lâcheté ou la complicité de bien des États arabes autour, dont la principale activité a été d'essayer d'en finir avec le problème palestinien de leur côté, puisque de Septembre Noir en Jordanie ou de la guerre civile au Liban, les dirigeants arabes ont eu une attitude totalement indigne vis-à-vis du peuple palestinien. Bon voilà, vous aurez de tout dans ce livre, comme il est énorme. Vous pouvez même commencer par le glossaire. Il y en a 40 pages, mais ça vous fait, vous survolez tout là-dedans. Voilà, je vous remercie.